Oh, bonjour à tous. Excusez-nous, il y a un petit souci technique. Du coup, on vous propose quand même de reprendre dès le début notre présentation. Donc, ce que je disais, donc merci de vous connecter et d'être parmi nous ce matin, donc pour traiter ce sujet-là. Donc, un retour d'expérience de mise en œuvre d'une solution d'automatisation intelligente du processus de gestion des encaissements. Et pour cela, du coup, on a la chance d'avoir du coup notre client Suez avec Laurent Van Caneghem qui nous bénéficiera d'un retour d'expérience sur le sujet. Donc, on va passer une trentaine de minutes, 30 à 40 minutes ensemble sur ce sujet-là. Donc, je vais introduire rapidement les enjeux du cycle client, les tendances actuelles. L'idée étant d'arriver très rapidement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi Suez a lancé un tel projet et comment elle a lancé ce projet-là et quels sont les résultats obtenus. Et puis, on fera une démonstration de quelques minutes sur la solution pour être un peu plus concret. Donc, les micros sont coupés, ce que je disais. Donc, vos micros sont coupés, mais cela ne signifie pas que vous n'avez pas la possibilité de poser des questions. Au contraire, donc vous pouvez les poser tout au long du webinaire et on prendra 10 à 15 minutes à la fin de notre présentation pour y répondre. Alors, je disais, donc, je suis accompagné de Laurent Van Caneghem, donc, qui est directeur des projets de transformation finance chez Suez France et qui était du coup sponsor de ce projet-là chez Suez. Ouais, tout à fait. Carlos Mauricio, pardon, qui a également participé au projet et qui est expert solution Remilia, donc solution qui a été implémentée chez Suez. Et du coup, Mauricio est un ancien directeur de CSP, donc il nous apportera un éclairage fonctionnel, expertise sur la solution, avec une vision également vu son historique, son passé, son expérience, un éclairage également de métier. Je suis pour ma part Yanis Kobzi, je suis directeur au sein de la practice finance chez Axis Consultant. Donc nous accompagnons chez Axis les grands comptes sur les problématiques de transformation finance au sens large, avec pour ma part une dominante sur le processus order to cash. Alors Laurent, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Suez? Oui, bien sûr. Alors Suez, tout le monde connaît plus ou moins. Puis bien souvent, vous buvez de l'eau Suez. C'est le leader mondial de la distribution d'eau potable. C'est également un acteur majeur dans le monde dans la gestion des déchets. C'est 90 000 salariés dans le monde. C'est un peu plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce dont je vous parlerai, c'est juste la BU France. Des déplacements et des notes de frais, de la gestion des déplacements et notes de frais, et Neosite, qui est notre filiale spécialiste dans les solutions SAP en l'occurrence. Alors, avant d'aller plus loin, je vais prendre 5 minutes pour rappeler le cycle client. Bon, évidemment, donc s'il y a des directeurs de CSP, s'il y a des chefs de projet sur le O2C, etc., vous connaissez très très bien ce processus-là. Mais il commence. Le message qu'on souhaite passer ici, c'est que c'est un processus qui est extrêmement étendu, qui va traverser, en tout cas, qui va impliquer énormément d'acteurs différents au sein de l'entreprise. Ça va commencer par les commerciaux, les équipes ADV, les équipes d'exploitation opérationnelle qui réalisent des prestations et les produits, en passant évidemment par l'étape de facturation, l'étape d'encaissement du cash, enfin d'encaissement des paiements et le lettrage, la comptabilisation et le lettrage avec les équipes de comptabilité client qui interviennent sur ces problématiques-là. Enfin, pour arriver à une gestion du recouvrement de ce que, évidemment, les factures qui n'ont pas été réglées. Donc, le message est simple, c'est-à-dire processus étendu qui implique beaucoup d'équipes au sein de l'entreprise et qui se base sur un système d'information qui est également très hétérogène, très complexe, en passant par des CRM, des ERP, DSI de production métier, on appelle ça, ça peut être DSI logistique, jusqu'aux solutions de recouvrement. Donc, évidemment, au fil des années qu'on intervient sur ce processus-là, on a regardé ce que chacun de nos clients, en tout cas ce qu'on a pu voir de près, et on essaie d'établir un diagnostic qui n'est pas forcément applicable à tout le monde, mais qui, à notre avis, représente un petit peu la maturité de ce process-là. On parle du processus, la maturité digitale de ce process-là. En l'occurrence, si on schématise, on a 4 grandes étapes. Sur les étapes que j'appellerais amont, sur la gestion commerciale, sur la gestion des commandes, sur la facturation, on applique plutôt un niveau de digitalisation, un niveau d'automatisation, un niveau d'informatisation qui est relativement élevé, avec évidemment des problématiques qui vont rester d'actualité sur les aspects rationalisation. On va avoir beaucoup de SI de facturation, on va avoir beaucoup de solutions de production potentiellement, avec cette interaction, enfin cette fluidité d'échange entre les données opérationnelles pour garantir une facturation juste,
des produits et des services livrés. Et puis, plus on avance dans le processus, plus on considère, voilà, qu'on a vu que le niveau de modernité, le niveau de digitalisation est un tout petit peu moins mature. Et c'est là-dessus qu'on va faire le focus d'aujourd'hui. Alors, le slide suivant, donc voilà. Donc sur ce slide en particulier, c'est vrai que quand on focus sur la partie encaissement et lettrage, on se dit, voilà, les principaux diagnostics que nous, enfin les principaux points qu'on monte, c'est un niveau d'automatisation qui semble, voilà, sur le papier, qui est à 75, 70, 75%. Par contre, le traitement du reliquat, ce qui n'est pas traité automatiquement dans le cadre de rapprochement, dans le cadre de lettrage automatique, nécessite encore des interventions manuelles qui sont assez importantes. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie automatiser le traitement des encaissements clients? En tout cas, on a essayé de se dire, voilà, parmi le panorama des clients qu'on a rencontrés, comment est traité ce sujet-là? Alors, évidemment, par les ERP qui peuvent traiter ce sujet-là avec des programmes de rapprochement qui sont natifs, qui peuvent peut-être avoir fait l'objet de spécifiques, d'évolutions, pour les adapter encore plus et gagner en automatisme. Il y a évidemment des solutions dédiées, hein, comme on va voir. Du coup, avant, chez Suez, avait une solution qui était dédiée, qui apporte aussi un niveau de performance qui se situe plutôt, voilà, on tourne autour des 70%. On voit l'avènement de la RPA, qui est dite RPA, robotisation classique, avec des solutions type UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, qui sont des boîtes à outils, qui sont des robots, j'allais dire, complètement qui ne possèdent pas, voilà, paramétrables. C'est des boîtes à outils et on peut en faire ce qu'on veut. Donc, on peut mettre des règles de gestion très particulières, mais il faut les construire, il faut les mettre en œuvre. Et puis, on arrive petit à petit, on voit l'avènement de nouvelles solutions, elles s'appellent nouvelle génération, qui vont intégrer de l'intelligence artificielle et notamment le machine learning et qui vont permettre d'atteindre des niveaux d'automatisation encore plus élevés. Avec peu d'efforts. Voilà, avec peu d'efforts, surtout réduire le reliquat d'encaissement qui n'est pas fait automatiquement et le traiter de manière simple également. Et c'est l'objet de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc le projet Suez, donc qui tournait autour de ce sujet-là, de ce type de solution. Et du coup, peut-être revenir sur le lancement du projet qui a eu lieu, je crois, en 2018 ou 2018, de mémoire. Et puis quel a été du coup le contexte au moment de lancer ce projet? Le contexte il est particulier chez Suez puisque on a eu un plan de départ volontaire suite à un projet d'entreprise. On avait une quinzaine de CSP qu'on a mutualisé en 2017 sur 2 CSP comptables qui géraient la compta client, notamment. Et c'est sûr qu'on avait une maturité sur ces CSP qui était pas très importante. On avait quand même des CSP jeunes, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on avait un recul assez limité sur les pratiques antérieures et puis en récupérant l'historique de ces 15 CSP, on avait aussi récupéré une antériorité des encaissements non lettrés qu'il a fallu essayer de traiter. Donc c'est ça le contexte. La volumétrie, Suez, c'est quoi? Suez, la BU Déchets France, c'est quoi? C'est 180 entités juridiques qui acceptent des encaissements. D'accord? C'est un peu plus d'1,1 million de factures par an. Donc quand on parle de 70% de lettrage, il en reste quand même 350 000 à lettrer à la main. Divisé par 200 jours ouvrés, ça fait quelques volumétries quotidiennes. Donc sur ces 1,1 million de factures, on a malheureusement, je dis bien malheureusement, 750 000 virements. Et nous, surtout, on n'a que 75 000 prélèvements. Donc c'est une problématique qu'on a sur le métier du déchet. On a beaucoup moins sur l'eau. Beaucoup d'entre vous peut-être être prélevés sur votre facture d'eau. Mais sur le déchet, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a assez peu de prélèvements. Et on verra d'ailleurs que ça a une incidence pour nous parce que le prélèvement, quelque part, les solutions de lettrage dédiées avec une forte intelligence ne sont pas forcément nécessaires. En étant à la source du prélèvement, exactement. Du coup, le lettrage se fait quasi à 100%. Ça se fait en automatique, sauf sur la partie rejet, évidemment. Comme ça a été dit, on avait un système d'information de lettrage dédié historiquement, une solution d'imogestion, qui nous permettait d'avoir 70% d'encaissement de lettrage automatique. Avec, je rajouterais 2 points. Le premier, c'est que oui, on avait 70%, mais il n'y avait pas de proposition à côté. Les 30% restants, c'était de la recherche systématique et intégrale faite par nos comptables. Et le deuxième point, c'est que c'était une solution très datée,
sur laquelle la nouvelle génération de comptables avait du mal à s'adapter. Voilà, donc ça, c'est quand même un point important dans le contexte. Super. Et du coup, alors pourquoi on va, j'ai commencé à y répondre partiellement, mais j'ai rappelé qu'on avait une organisation jeune, et je vous ai dit un backlog d'encaissement non lettré. On a récupéré des anciennes CSP qui étaient très importants. Alors, et qui nous mobilisaient tellement ce backlog qu'on n'arrivait pas à gérer notre flux quotidien, là, les quelques milliers de lettrages quotidiens qui nous restaient à faire manuellement, on n'arrivait pas à les gérer. Donc la question, on s'est dit, bah c'est pas grave, on va recruter temporairement, on va se mettre une task force pour gérer ce backlog. Bon, force est de constater que ça marchait pas forcément mieux et qu'on avait assez mal dimensionné nos équipes. Premier point. Deuxième point, c'est de se dire, on a une solution qui était en place depuis 10 ans. Est-ce qu'elle a été toujours une solution d'actualité? Est-ce que c'était un best in class en 2017? La réponse à cette question, ça a été assez rapidement non. Ce n'est plus une solution d'actualité et on pourrait avoir beaucoup mieux. Donc, ça, c'était le point de départ de la vision des comptables. D'accord? Le problème, c'est que quand il y a un dysfonctionnement dans le processus que tu as montré tout à l'heure, dans cette chaîne, c'est que tout ce qui est en aval de la comptabilité, à savoir le recouvrement, ne peut plus fonctionner. Parce que les lettrages sont faits tardivement, sont mal faits. Nos équipes recouvrement derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils relancent des clients qui ont déjà payé. Donc c'est néfaste à 2 points de vue. On perd du temps, c'est pas efficace. Et puis surtout, c'est au niveau réputationnel, c'est désastreux. Et c'est pour ça qu'on a, in fine, on a arrêté de mettre des moyens en plus. On s'est dit, on va mettre une solution, outil à disposition de nos équipes. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a fait une expression de besoin auprès de notre direction des systèmes d'information qui nous a accompagnés tout le long. Et je veux dire, je retiens un grand coup de chapeau. C'est eux qui ont évidemment fait le tour des éditeurs et des solutions existantes sur le marché et pris l'initiative de mettre un POC, donc un Proof of Concept, pour tester en conditions réelles différentes solutions. Alors, on n'a pas testé que la solution Remilia dans Spock, mais c'est vrai que on a, au travers de Spock, été assez bluffé par les taux qui ont pu être remontés, les taux de rapprochement thématique qui ont été remontés et confirmés. Oui, confirmés. Et qu'on a pu constater au travers de la solution Remia qu'il est un peu mieux, pas beaucoup mieux, mais un peu mieux que l'autre éditeur du POC. À la différence près, c'est que l'autre éditeur du POC, c'était l'éditeur de notre solution historique qui avait donc toute l'intégralité des données. Donc, c'était assez bluffant à ce niveau-là. Donc, on a fait le choix, à l'issue de ce POC, de travailler avec Remia. Alors, Remia, c'est un peu particulier, c'est un éditeur anglais qui est pas présent en France, et là, qui travaille avec le cabinet de Carlos et FI Software, et effectivement, il y avait en fait un triptyque, Remia, FI Software et Suez. Et j'ai envie de dire que chez Suez, il y avait un binôme DSI métier. Et évidemment, quand je dis DSI, c'est aussi les équipes Axis qui ont intégré la partie DSI. Et donc, c'est ce triptyque qui en fait est un quatuor en finale, mais dont 2 acteurs sont des acteurs Suez, a assez bien fonctionné. Alors, c'est un projet qui a été assez long dans sa mise en œuvre chez nous. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'on avait quand même déjà un outil existant dédié aux encaissements. Ça a duré à peu près 1 an entre la phase de POC et le début de la phase de déploiement. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire à plusieurs égards. Le premier point, ça a été nécessaire pour effectivement définir nos règles de gestion, parce que la partie, on a dit qu'il y avait une partie machine learning, intelligence artificielle, mais avant il y a une partie robotique qui vient mettre en œuvre des règles de gestion
Et donc, c'est la définition de ces règles de gestion. Ça se traduit par des paramétrages. Après, exactement. Et donc, ça, c'est des règles de gestion de métier auxquelles, pour le coup, FI Software, et Carlos en particulier, en tant qu'ancien patron de CSP, a eu des échanges extrêmement importants avec notre métier. Et c'était une vraie valeur ajoutée, mais ça a pris du temps. Et puis, on a essayé d'apporter autre chose aussi. On y reviendra peut-être un peu plus tard. On a profité de la mise en place de cette solution pour faire autre chose que du lettrage. On a automatisé un certain nombre de flux, de comptabilisation de flux, notamment des flux bancaires. Sur la partie, la dernière partie déploiement, on était assez craintif. Non, mais je veux le dire. On est craintif depuis le début, c'est peut-être. Mais on était assez craintif, donc on a mis un peu le paquet. Et c'est vrai que là-dessus, Axis nous a bien aidé, et la DSI Suez a été extrêmement présente. On a mis le paquet sur 3 aspects principalement. D'accord. Le premier aspect, c'était de dire bon, c'est une solution quand même qui est résolument moderne comparée à ce qu'on avait. Une petite conduite du changement opéré. Et là, pour le coup, la DSI, dans laquelle il y avait un consultant Axis, nous a accompagnés au quotidien, c'est-à-dire sur les plateformes comptables, pour expliquer le fonctionnement de ces outils, la navigation d'outils, et ça a été extrêmement bénéfique. C'était le premier aspect. Le deuxième aspect de crainte qu'on pouvait avoir, c'est bon, on est sur un outil qui va augmenter le taux de lettrage. On avait en espérance d'atteindre les 90%, on verra si on y est ou pas, mais 90% d'1 million d'encaissements, ça veut dire 100 000 encaissements à lettrer manuellement, là où on avait précédemment 70%, soit 300 000. Donc c'est quand même 2/3 de la charge qui est retirée. Donc là, on se posait la question de savoir comment ça a été reçu par nos équipes, le fait qu'on leur enlève 2/3 de leur charge de lettrage. Donc ça a été extrêmement bien reçu à bien des égards, parce qu'on les a accompagnés dans ce changement, parce qu'on on leur a donné les moyens de redéployer leur force productive sur les 10% restants et de le faire de manière beaucoup plus qualitative, d'accord. Puis le deuxième sujet, c'est effectivement, on l'a dit, on a une task force, Oui. et donc on a démobilisé cette task force. Donc ça a été assez indolore pour nos équipes. Donc ça a été quand même extrêmement important, et ça s'est quand même traduit in fine par un déploiement accéléré. On avait 4 lots de déploiement prévus, on a fait que 3, parce qu'effectivement toutes les phases amont du projet ont été menées de manière satisfaisante. Ok. Et donc tout ça, effectivement, ça a donné des résultats aujourd'hui assez satisfaisants. 90% de rapprochement automatique. Alors ce qu'on appelle le rapprochement automatique, c'est ce que fait l'outil seul, plus la proposition one click. Faut être tout à fait honnête, c'est pas du full rapprochement automatique, mais c'est y compris le one click, sachant que le one click, c'est c'est pas du tout time consumer. C'est vraiment très rapide. On a une vraie efficacité, et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est ce one click qui est très important, parce que c'est ça qui permet à la machine d'apprendre. Le machine learning, c'est l'humain qui apprend. Donc ça, je ne l'ai pas évoqué, mais ça a été aussi une grosse conduite du changement en amont du projet qu'on a mené auprès de nos équipes. C'est de leur dire, les gars, attention, si vous faites n'importe quoi, la machine fera n'importe quoi demain. Donc c'est aussi les responsabiliser, leur dire qu'ils, certes, ils ne feront plus, mais ils seront acteurs de ce qui sera fait par la machine in fine. Donc ça a été extrêmement important, et ce one click pour nous il est extrêmement important, parce que c'est ce qui demain permettra de passer en full automatique. D'accord. Alors c'est évidemment, faut pas se leurrer, quand on met ce type de machine, on souhaite avoir une efficacité et des gains pour réallouer les ressources. Et ok, aujourd'hui on n'est pas encore à la cible, ça fait un peu moins d'1 an qu'on a fini de développer la solution, on a fini le déploiement en février dernier. Et on est aux 2/3 des objectifs qu'on s'était fixés. D'accord. Au-delà de ça, on a un vrai gain qualitatif et un vrai gain dans le temps de lettrage de nos encaissements. C'est-à-dire que
on a beaucoup moins, on a diminué de plus de moitié le temps d'un encaissement, de lettrage d'un encaissement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos équipes recouvrement, elles sont heureuses maintenant. Il y a moins d'erreurs de lettrage, elles appellent beaucoup moins nos clients pour les relancer alors qu'ils ont déjà payé. Attention, tout n'est pas parfait, hein, il en reste malheureusement, mais parce qu'on a toujours un historique qu'il faut traiter. Hein, la solution ne reprend pas l'historique. C'est important de le dire. Dieu sait que j'ai essayé de les travailler pour que ça n'a pas été le cas. Donc, on a toujours eu cette difficulté-là. Alors, en deux mots, peut-être pour parler de nos collaborateurs et la perception de ces derniers, j'ai dit qu'on avait une solution vieillissante et on avait du mal à recruter sur nos deux centres comptables qui sont à Villeurbanne et à Lyon, sur les profils comptabilité client, pardon. On avait un peu de mal à recruter. En proposant cette solution, on a dès qu'on parle de machine learning ou d'intelligence artificielle, tout de suite on a des profils un peu plus jeunes qui se projettent plus chez nous. Et donc très clairement, ça a été un élément qu'on mettait en avant au moment du recrutement. Deuxième sujet, il y a une très bonne appropriation de la solution par nos collaborateurs, ce qui fait qu'ils ont la sensation qu'enfin on leur met les bons outils à disposition. Alors l'objectif, évidemment, c'est important de parler de collaborateurs, mais c'est pas le seul objectif, faut pas s'en cacher. Il y a quand même un niveau d'efficience qu'il faut atteindre, et on a voulu supprimer un certain nombre de tâches manuelles. Alors, ces tâches manuelles, on les a supprimées au travers d'automatisation de flux, comme j'ai pu le dire auparavant. On a notamment profité de la solution pour automatiser les flux associés aux frais bancaires. Je regarde Carlos parce que je confirme. Il le sait aussi bien que moi. On a automatisé les flux des IJSS, qui était une vraie tannée. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont cette problématique de comptabilisation des IJSS. Dans le contexte sanitaire actuel, je précise ça augmente, mais on avait une vraie problématique et un vrai retard dans la comptabilisation de ces éléments-là. Et on peut il y a les grâces à voix aussi qu'on avait automatisé. Il y a un certain nombre de flux comme ça qui ont bénéficié de la mise en place de cet outil pour être automatisés. Le deuxième point, qui est de traiter de façon simple et rapide les encaissements au sein d'une seule et unique interface de travail, il est pour nous primordial. J'ai évoqué tout à l'heure qu'on avait 180 entités juridiques. Elles s'appellent toutes Suez quelque chose. Donc Suez Île-de-France, Suez OSIS Île-de-France. Donc nos clients, ils s'y perdent parfois un peu quand ils ont l'habitude de travailler avec plusieurs entités juridiques du groupe Suez, et ils ont tendance à envoyer tous leurs paiements sur la même entité juridique. Et quand ils font ça, le lettrage il est compliqué. Et le fait d'avoir une seule et unique interface de travail, ça permet d'interroger les postes non soldés sur l'ensemble de la base. Donc ça veut dire que j'ai un encaissement de 1000 sur la société Suez A. La machine, elle va aller travailler le lettrage de ces 1000 sur la société Suez A jusqu'à Z. Et donc, effectivement, ça nous a permis de gagner un temps fou sur ces erreurs qui sont fréquentes, parce que la marque unique Suez, là-dessus, on l'a bien vu. Avant, ça ne s'appelait pas tous Suez, mais le jour où on est passé en marque unique, ça a été un petit drame. Et donc ça nous a permis de gommer cette difficulté-là. Et derrière, on a profité encore une fois pour essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que pouvait être le lettrage seul. On en a profité pour automatiser l'ensemble de la comptabilisation et aller sur une automatisation totale, à l'exception, le dernier volet qui reste à automatiser qu'on n'a pas encore fait, c'est le paiement intra-société juridique. Inter-société juridique. Virement effectif et bien évidemment. Alors, le lettrage est complet jusqu'au bout, jusqu'à la société Z, comme le disait Laurent.
quand on a fait le déclenchement du paiement. Le déclenchement du paiement reste aujourd'hui automatisé encore. Exactement. Très bien. Il y a un dernier point quand même qui est important, c'est le tableau de bord. Et c'est le dashboard qui permet au manager de piloter l'antériorité des encaissements non lettrés, qui permet au manager de piloter la performance de chacun de ses collaborateurs, qui permet au manager d'avoir enfin une vision globale sur l'ensemble d'un périmètre d'entité qu'il suit et dont il a la responsabilité. Donc ça, c'est quand même assez important pour le manager, c'est important pour un patron de CSP et c'est important pour un DAF d'avoir cette vision-là de manière très synthétique. Typiquement, on a enfin une balance âgée de nos encaissements clients non lettrés. Voilà. Donc voilà un peu les résultats. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est évidemment qu'on est très satisfait des résultats, mais pas que. On est satisfait aussi de la manière dont a été conduit le projet, même s'il a été long et qu'on aurait peut-être aimé aller plus vite, mais c'est aussi parce qu'on a embarqué plein d'autres choses dedans. Ouais, c'était un gros projet bien mené par notre DSI en collaboration avec l'éditeur et FI Software. Super. Parfait. On arrive à la fin de ce retour d'expérience. On va passer plutôt à un focus sur la solution elle-même qui a été déployée. Peut-être 2 mots, Carlos, du coup, sur la solution avant de passer à la démonstration. Alors la solution aujourd'hui, comme l'a exprimé Laurent, va permettre, grâce au machine learning, d'atteindre des taux d'automatisation qui sont très élevés. Aujourd'hui, c'est une solution qui est qui a été avant tout conçue par des gens du métier. Il faut revenir un petit peu en arrière, et il y a une dizaine d'années sur le marché, 10 à 15 ans sur le marché, il y avait rien. Donc je reviens. Donc il y a une dizaine d'années, il y avait rien sur le marché, il n'y avait pas de solution qui permettait d'automatiser ce flux, donc très très manuel. Et donc des gens du métier sont lancés dans la réalisation de cette solution au départ avec de la RPA simple. Et depuis, en effet, l'intelligence artificielle et le machine learning sont venus compléter l'offre et pour arriver à l'offre que l'on connaît aujourd'hui. Donc on a parlé tout à l'heure de la partie cache, mais on a également la partie collecte, dont la partie recouvrement également est un deuxième volet de la solution, qui est souvent en fait un projet qui est mené dans un second temps, puisque le but est d'acquérir l'information et toute l'intelligence via la partie encaissement pour optimiser la partie recouvrement. Quelques chiffres en effet qui sont assez intéressants, et maintenant en effet quelques références au-delà de Suez. Aujourd'hui on couvre à tous les secteurs d'activité, et bien évidemment plus il y a de volume, plus de difficultés, plus ça nous intéresse. Donc voilà, quelques références qui peuvent vous parler. Super. Bon, je vous propose du coup de passer à la démonstration. Hop. Qui sera encore plus parlante. Qui sera encore plus parlante, tout à fait. De nouvelle génération qui automatise les traitements du poste client. Son module cache est dédié aux encaissements. Grâce au cockpit de traitement des relevés bancaires, l'opérateur visualise le réalisé et le reste à faire. Dans le cas présent, pour la société VES-EUR, sur son compte bancaire Emilia Euro MT 940, en date du 29 février, 187 règlements reçus pour un total de 2,2 millions. Seuls 15 paiements n'ont pas été totalement traités, soit plus de 90% des paiements traités en totalité par le robot. L'opérateur sélectionne le relevé qu'il souhaite traiter. L'exhaustivité des opérations du relevé sont proposées. L'opérateur assisté par le robot va traiter le résiduel. Dans notre exemple, nous allons sélectionner les paiements utilisant de l'IA. Ce sont des affectations proposées par le robot qui, souvent pour des raisons de règles métier, nécessitent une confirmation de l'opérateur. Prenons le cas du client MAD. Intéressant. Un paiement pour plusieurs comptes clients facturés. Le robot a mémorisé le lien
entre les divers comptes clients et le compte bancaire de l'émetteur. Plus de post-it pour stocker ce type d'informations. Les liens clients multiples et comptes bancaires multiples seront stockés dans la mémoire du robot. Sans avis de paiement, il est complexe d'affecter ce règlement. Cependant, la solution, via ses algorithmes, nous propose toutes les combinaisons possibles de lettrage, via la fonction de recherche automatique. L'outil va nous proposer toutes les combinaisons possibles de lettrage. Dans ce cas, une seule combinaison possible. Il ne reste plus qu'à valider le règlement en cliquant sur le bouton lettrer. Alors pourquoi le robot n'a-t-il pas traité jusqu'au bout ce paiement tout seul? Car les règles métiers paramétrées interdisent le rapprochement multi-échéance par le robot. Super. Là, on arrive à la fin de notre présentation. Je vais regarder s'il y a des questions qui ont été posées. Et puis, n'hésitez pas entre-temps à poser vos questions également. Hop. Alors. Ah, je cherche la question. Oui. Non, c'est pas là. Ah, question de Rachel. Donc, si c'était plus pour Laurent en l'occurrence, donc si c'était à refaire, est-ce que vous le auriez fait différemment? Eh ben, non. Alors oui et non. Alors non, j'aurais pas fait différemment les choses. Est-ce que j'aurais fait des choses en parallèle, en plus peut-être. Je m'explique. On a vu par exemple que on pouvait avoir différents types d'encaissement. Enfin, différents types d'encaissement. On a vu que sur les prélèvements, forcément, l'outil n'était pas forcément pas nécessaire. Mais on a, je sais pas si vous l'avez noté, mais on a beaucoup de chèques dans le métier du déchet. On a à peu près 150 000 chèques. Et c'est vrai que la solution qu'on avait de traitement de nos chèques ne permettait pas d'avoir le lettrage automatique avec Remia en tant que tel, parce qu'il fallait donner faut quand même donner un certain nombre d'éléments à la solution pour qu'il réalise le lettrage. Et ça, on a pu augmenter, améliorer le lettrage de nos chèques automatiques en mettant en place l'externalisation du traitement de nos chèques clients. Et donc, si ça avait été à refaire, j'aurais mené les deux en parallèle. Voilà. Et non pas l'un après l'autre. Très bien, super. Donc, on a deux autres questions. Donc, la première, c'est avez-vous fait des projets avec un client qui travaille avec la grande distribution? Une question de Marie-Françoise. Alors, pas nous en direct FI Software, mais Remilia a des clients dans la grande distribution. Donc, oui, la solution est adaptée à la grande distribution également. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y en a aussi qui réfléchissent en ce moment et qu'il y a des discussions en cours avec certains. Confidentiellement, on ne donnera pas le nom, mais en effet, il y a des échanges français qui... Voilà, il y a des échanges en cours. Autre question plus technique sur la solution, est-ce que cette solution est cloud? Oui, elle est livrée en mode SaaS et avec le grand avantage qu'expliquait Laurent, c'est que ça vous permet d'avoir une visibilité complète, quels que soient vos ERP, quel que soit le nombre de ERP, d'avoir une vue globale et centrale de toute cette information et à tout instant disponible. Très bien. Donc, petite remarque effectivement sur la partie tableau de bord, c'est intéressant de montrer, oui, en note, et puis on peut vous montrer plus précisément la partie tableau de bord, mais. Alors moi j'ai une question en complément pour Laurent. Je dis juste, ouais. Justement, l'équipe avait auparavant des dashboards très spécifiques à leurs activités. Est-ce que depuis les dashboards ont évolué avec de nouveaux besoins ou est-ce que vous avez gardé les mêmes analyses? Non, c'est une bonne question. Non, globalement, le dashboard n'a pas évolué, les besoins n'ont pas évolué. Voilà.
les dashboards qui sont proposés par l'éditeur sont tout à fait satisfaisants et permettent effectivement de couvrir le spectre des besoins des responsables de plateforme, voire de la directrice comptable. Non, ça n'a pas d'évolué. Mais effectivement, sauf erreur de ma part, ils sont paramétrables, ces images. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, on va dire. Exactement. Très bien. Autre question de Béatrice. Donc, dans le logiciel, pouvez-vous nous décrire un peu la part de règles que vous intégrez versus la part de machine learning que vous avez utilisée, ainsi que la part d'IA. Voilà, machine learning / IA. Alors, le machine learning, ça est essentiellement axé sur l'identification de l'émetteur du paiement. Donc, comme c'est qu'on puisse aller de manière trop large, réaliser des lettrages qui pourraient être à risque. Donc là, en effet, là, on vient voir le fonctionnement de chaque organisation et on va essayer d'ajuster au mieux les algorithmes, l'utilisation des algorithmes pour éviter du mauvais lettrage. Très bien. Notamment, le lettrage, je vous donne un exemple concret qu'on explique dans la vidéo, c'est le lettrage multiples échéances. Est-ce que c'est pertinent de le faire lorsqu'on n'a pas d'informations du tout? Est-ce que le lettrage multiples échéances en full échéance ou en échéance partielle est accepté? C'est ce genre de questions qu'on va se poser. Très bien. Question, donc, quel est le bénéfice du machine learning par rapport à des logiciels traditionnels? Je peux commencer par répondre, puis je vous laisserai peut-être compléter. Celui qui paraît le plus évident, c'est que ce qu'on disait, donc tout le principe, une fois que la solution a été paramétrée, il n'y a plus besoin de décrire, implémenter, faire des développements spécifiques pour intégrer de nouvelles règles de gestion, parce que le machine learning va s'enrichir lui-même au travers des actions des utilisateurs et des comptables. Donc ça, donc ça réduit tous les coûts de développement, tous les coûts de spécification, tous les coûts de maintenance qui sont liés exactement de paramétrage. Donc ça, c'est l'aspect premier en termes de coûts globaux, enfin en termes de TCO. L'autre aspect, c'est peut-être effectivement le fait de dire le machine learning, il va gommer l'hétérogénéité de beaucoup de cas, et du coup, ça va te permettre de simplifier, d'automatiser hautement, et puis simplifier le reliquat, simplifier la manière de traiter le reliquat qui reste à traiter par les équipes. Je vous laisserai compléter du coup sur d'autres aspects, notamment Carlos, si t'as des points complémentaires. Alors, je pense qu'en effet, tu as bien exprimé la partie RPA, en fait, nécessite du paramétrage régulier pour que ce soit assez performant. Parce qu'on va clairement on va créer des règles qui vont être totalement manuelles. Et si on veut dépasser 70%, bah, vous déplacez vos ressources qui sont du métier vers les ressources IT. C'est ça. Là, c'est un peu entre les deux. L'avantage de cette solution également, c'est la puissance des algorithmes va vous permettre d'obtenir des propositions de paiement. Là, je rejoins Laurent, où ces propositions vont vous faciliter le lettrage. C'est-à-dire, plutôt que de faire la recherche, l'outil, lorsqu'il a plusieurs possibilités de lettrage, il se stoppe, il s'arrête et il demande à un utilisateur de prendre la main et de le valider. Ça, bien entendu, en gardant toujours en considération toutes les règles métiers. À partir du moment où il y a deux possibilités de lettrage, l'utilisateur va prendre la main et va le confirmer. Je dirais qu'on est entre les deux. On est sur l'algorithme et le machine learning qui s'enclenche via cette confirmation via le one click. Donc, disons que le point majeur, c'est réellement le fait de ne pas avoir de paramétrage quotidien. On paramètre la solution départ avec des règles métiers et à partir de là, l'outil va apprendre tout seul, va fonctionner tout seul. J'espère que les informaticiens vont pas mal le prendre, mais en fait, on s'affranchit vraiment du support IT derrière. Une fois que la solution est installée, plus besoin d'équipe. Oui, je pense que le support IT, peut-être un petit peu moins, mais surtout, je pense, c'est de tout le cycle de spécification, développement, recette, mise en production. Chaque fois qu'il y a une évolution dans une spécificité en plus à intégrer dans le programme de rapprochement, que ça soit dans les ERP standard, enfin dans les ERP déjà en place ou avec la RPA standard, il faut passer par ces cycles-là à chaque fois. Maintenant, on n'est plus je dicte une règle de gestion pour que ça soit développé, testé, etc., mis en production. C'est ça. Peut-être une dernière question parce qu'on dépasse de 5 minutes l'heure, là, donc
prévu. Juste du coup, pouvez-vous nous décrire comment avez-vous entraîné la machine à vos règles, et notamment avec le machine learning? Alors, c'est une bonne question, parce que la phrase, elle est tournée au passé. Et en fait, la machine, on continue à l'entraîner. Le machine learning, il est quotidien. Et c'est ça qu'on a expliqué à nos collaborateurs. C'est que dès qu'ils ont une action sur la solution, ils sont vecteurs d'apprentissage. Hein. Donc, des vecteurs d'apprentissage pour la solution. Donc, c'est vraiment, ça a commencé vraiment par ancrer ça au plus profond des têtes de nos collaborateurs. C'est vous qui êtes acteur de l'apprentissage. Alors, être acteur de l'apprentissage, c'est quoi? C'est de dire, la machine, elle fait comment pour apprendre? On définit une récurrence à partir de laquelle, on ne sera plus en one click, on sera en automatique. C'est-à-dire que la machine va faire des propositions. Elles vont être validées une première fois. Un autre encaissement sur le même client arrive. Il va nous refaire la même typologie de proposition. On va le revalider. Et ainsi de suite jusqu'à 3 fois. Et la 3e fois, il ne fera plus de proposition. Ce sera du lettrage automatique. Donc, l'apprentissage, il est permanent parce que notre portefeuille client, il vit. Et donc, il est permanent. Et c'est le point clé, c'est de faire comprendre aux collaborateurs qu'ils sont acteurs de l'apprentissage de la machine. Hein, c'est vraiment ça l'élément clé. Et c'est pas forcément une description de sur un client donné, voilà ce qui va se passer. Non, c'est vous êtes acteur et donc vous devez un clic, c'est de la vigilance systématique. Hein. On voyait dans la solution, Carlos, on disait bon, je clique sur les traits, ouais, mais derrière, je clique si je suis sûr, après avoir vérifié. Et donc c'est ça la vraie question qui se pose, c'est, et quand je parlais d'améliorer de la qualité de lettrage, ça se traduit par ça, par le fait qu'on donne le temps à nos collaborateurs de se poser des questions sur le one-click ou sur les lettrages non automatisés, pour que derrière la machine, elle apprenne de manière correcte et in fine, puisse faire du lettrage 100% automatique. Je sais pas si... Parfait. Oui, j'ai complété juste un petit peu la réponse de Laurent. En effet, la solution est vertueuse et vous permet d'augmenter vos taux d'automatisation. Et le contexte en fait de Suez était un peu particulier puisqu'en fait ils avaient une solution. Donc l'idée était de ne pas démarrer avec une intelligence à zéro, mais les cycles de recettes ont permis de démarrer avec une intelligence. C'est-à-dire Suez a souhaité démarrer avec une sécurisation totale de la solution. Donc ils ont réalisé plusieurs batteries de tests de façon à ce que le robot, lorsqu'il démarrait, avait déjà de l'intelligence. C'est une particularité du projet. Ce qui a été fait en recette, en fait, est utilisé, bénéfique pour la prod. C'est pas perdu, ça va bien tout ce qui a été fait. Très bien. Super. Bon. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé et d'être restés jusque là. Et je remercie ici aussi nos intervenants. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire sur le